Bien, écoutez, nous pouvons reprendre. Alors, si cette floraison d'histoire nationale du livre a été possible, avec une dominante, comme je le disais, dans le monde de langue anglaise, et avec, pour commencer, cette histoire de l'édition française, c'est parce qu'il y avait eu au préalable une multiplication d'études qui s'étaient déployées à une échelle plus réduite, c'est-à-dire l'échelle de monographie. On peut dire d'abord qu'une des échelles les plus favorablement accueillies par l'histoire du livre était la ville, la cité, et en particulier les villes qui, à un temps donné, ont dominé le commerce national ou parfois international du livre. Et la bibliographie serait immense pour suivre ce déplacement qui a pu être celui de Venise, Paris, Amsterdam, Londres. Et on a là des études qui ont évidemment des spécificités, mais qui toutes reproduisent un modèle d'analyse dans lequel se trouve étudier la conjoncture ou les cycles de la production du livre, se trouve étudier le monde des gens du livre, libraires, imprimeurs, correcteurs, typographes que l'on appelait compositeurs, pressiers et relieurs, et se trouve étudier évidemment aussi comment la place différente du livre dans les bibliothèques des habitants de la ville considérée. Donc en général, cet lien entre la production du livre, le milieu des ouvriers du livre, y compris donc les maîtres imprimeurs ou les libraires éditeurs, et puis la présence du livre dans les bibliothèques. On voit donc que là, l'histoire du livre était très dépendante, dans un sens, de l'histoire économique ou de l'histoire sociale, et que la plupart de ces études recourent aux mêmes techniques d'analyse, la constitution de séries, l'utilisation de méthodes statistiques, la mobilisation de sources massives, à commencer par les archives soit des communautés de libraires-imprimeurs, soit les archives notariales qui permettent de retrouver à la fois les ouvriers du livre et les lecteurs. Ce qui est peut-être à noter, c'est le fait que... Alors donc les études seraient très nombreuses, j'en citerai seulement deux. L'une qui était le livre fondamental d'Henri-Jean Martin, Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle, 1598-1702, et une autre étude qui était en 4 volumes, les 4 volumes qui avaient été consacrés à le commerce du livre et l'activité d'imprimerie à Amsterdam, en fait 6 volumes par un auteur qui est Madame Van Heegen, E-E-G-H-E-N, de Amsterdamse Boekhandel, le commerce du livre à Amsterdam. Mais peut-être plus aiguë était une échelle encore plus réduite et qui privilégiait 2 espaces, qui sont 2 espaces fondamentaux pour la production du livre et la transmission des textes. Le premier, c'est l'atelier typographique, puisqu'il y a là un microcosme qui est la cellule de base de la production du livre, et analyser un atelier particulier, si les archives évidemment le permettent, autorise la reconstruction de la production imprimée de cet atelier, avec non seulement l'idée de la conjoncture ou du cycle, les bonnes années, les années moins productives, mais surtout, ce qui importe énormément, c'est le fait de considérer que les ateliers d'imprimerie n'impriment pas seulement des livres. On pourrait même dire que dans le tissu des ateliers d'imprimerie, par exemple dans la France du XVIIIe siècle, certains n'ont jamais imprimé un seul livre. Ce qui veut dire que l'imprimerie ne doit pas être identifiée avec le livre. Ce que l'on imprime, ce sont aussi ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire des objets imprimés qui ne sont pas
des livres, pamphlets, libelles, placards, mais ce sont aussi ce que l'on appelle dans le langage des imprimeurs du temps des travaux de ville, job printing, c'est-à-dire tous ces imprimés qui sont demandés par les collèges, les églises, les administrations, et qui peuvent prendre des formes multiples, les formulaires, les billets, les affiches. Et l'activité d'imprimerie est très largement vouée à la production de ces travaux de ville, avec ce paradoxe qui est que leur fragilité ou leur aspect éphémère a fait que leur conservation est extrêmement restreinte. Et que l'on a donc comme, si on poussait l'argument à un point excessif, on aurait comme une relation inversement proportionnelle entre les taux de survie des objets imprimés, par exemple pensons aux grands folios, et la circulation ou la diffusion des objets imprimés qui serait d'autant plus forte que ces objets sont d'autant moins présents aujourd'hui. Et c'est le cas, par exemple, des livrets de la Bibliothèque bleue et a fortiori de tout ce monde d'imprimés qui a transformé beaucoup les relations économiques, les relations entre les individus, les relations au pouvoir. À partir du moment où, à la différence du monde médiéval du manuscrit, l'affiche, le placard est omniprésent, le formulaire, le billet est essentiel pour les relations avec le sacré ou les relations de commerce ou les relations avec l'administration. On a de très nombreux exemples de ces quittances, billets, formulaires de pèlerinage qui sont cette réalité massive de l'imprimé. Donc, pouvoir analyser un atelier d'imprimerie permet de restituer l'importance de ces objets imprimés qui ne sont pas des livres, sans évidemment oublier la question qui serait une question d'histoire du travail, c'est-à-dire comment s'organise le travail dans l'imprimerie. Et pendant un temps, vifs ont été les oppositions entre ceux qui pensaient que le travail était, on pourrait dire, une production continue, c'est-à-dire que chaque livre était à la fois composé par le même ou les mêmes ouvriers typographes en liaison avec une presse à imprimer. Il y a donc une continuité dans la production et auquel on a opposé ce qui est sans doute la réalité plus massive, la production concurrente, c'est-à-dire que tous les ouvriers d'un atelier travaillent en même temps sur différents types de production, les demandes urgentes des travaux de ville, la composition des ouvrages qui sont là dans leur processus d'impression. Mais en tous les cas, on a là, avec le travail sur l'atelier, un lien qui s'est établi entre l'histoire du commerce, une forme de business history, une histoire du travail, puisque les ouvriers imprimeurs sont parmi les mieux connus dans les sociétés d'Ancien Régime, à la fois par des archives d'imprimerie, mais aussi par le fait qu'ils ont utilisé eux-mêmes l'imprimerie pour défendre leurs revendications. Et par exemple, dans des grèves, à Lyon ou à Paris, exprimant leurs revendications pour les conditions de travail ou d'embauche à travers des publications imprimées, et évidemment une histoire qui est une histoire qui permet de comparer ce qui seraient les descriptions des ouvrages imprimés dans les registres de comptes avec les ouvrages eux-mêmes tels qu'on peut les rencontrer dans leur forme matérielle et dans les bibliothèques. Et c'est ce type d'analyse qui est difficile parce que beaucoup d'archives d'entreprises en général et d'imprimeries en particulier ont disparu, qui a pu être menée sur l'atelier des Plantin Moretus à Anvers, une étude magistrale de Donald Mackenzie sur l'université de Cambridge, la presse de l'université de Cambridge à la fin du XVIIe, début XVIIIe, ou les études bien connues de Robert Darnton sur la société typographique de Neuchâtel, et qui entrent dans cette organisation du travail de l'atelier. Le deuxième espace plus restreint du livre, c'est l'espace de la bibliothèque, en particulier de la bibliothèque privée. Et il y a là aussi une multiplication de monographies qui ont repéré la présence ou non du livre dans les inventaires après décès, et si le livre est présent, en quelle quantité et avec quelle thématique.
Il y a donc là une sorte de sociographie du monde urbain à partir de la présence du livre ou de son absence et de la taille ou de la thématique des bibliothèques. Au-delà, me semble-t-il, ce qui peut être intéressant, qui est intéressant dans cette analyse à l'échelle de la bibliothèque privée, retrouvée soit parce que catalogue en a été dressé par le propriétaire, soit parce que dans les inventaires après décès, on a des inventaires pas toujours suffisants quant à la précision, et en particulier négligent les ouvrages qui ne sont pas vraiment des livres de prix, qui ont un prix. Ce sont les deux sources possibles. Mais au-delà de cette description socio-culturelle, je crois que le plus important a été de montrer une tension entre la bibliothèque comme retraite ou retrait, solitarium, ce qui est un peu l'image que Montaigne veut donner de sa bibliothèque, de sa librairie, dans les essais, c'est-à-dire le lieu où on se soustrait à la presse de la cité, de la famille, du quotidien, donc le lieu d'une retraite, d'un repli sur soi, sans oublier néanmoins que dans la librairie de Montaigne, il est accompagné par son secrétaire, puisque, comme il dit très souvent, il dicte les essais, ce qui fait que c'est une retraite à deux. Mais c'est un lieu soustrait aux urgences ou aux activités de la famille, du château, ou encore plus de la cité. Et d'autre part, un contre-modèle qui était peut-être aussi important, sinon plus, à l'époque de la Renaissance, même si on a eu tendance à extrapoler du cas de Montaigne à l'idée de la bibliothèque comme retraite de l'individu, et qui était la bibliothèque comme lieu ouvert, comme un lieu fréquenté, comme un lieu mobilisé collectivement pour des entreprises savantes, pour les besoins de la diplomatie, pour ce qu'on appelle dans l'histoire des sciences en anglais, de knowledge transactions, des négociations, des transactions qui sont productrices de savoir. Et ça, c'était le modèle de la bibliothèque humaniste. Elle n'est pas la bibliothèque de Montaigne de la retraite, elle est cette bibliothèque comme John Dee, plus tard John Locke, dans lesquels il y a des réseaux d'utilisateurs qui sont présents. Donc ces deux espaces, l'atelier typographique, la bibliothèque privée, qui sont en quelque sorte comme l'alpha et l'oméga de la chaîne du livre, ont un autre trait qui me semble intéressant et qui nous approche toujours de notre thème, c'est-à-dire le fait que ce sont des espaces ouverts. L'atelier typographique est ouvert parce qu'il est ouvert à la fois à l'embauche d'ouvriers qui, durablement, sont des ouvriers itinérants. Au début, après l'invention de l'imprimerie à grande échelle, puisque dans beaucoup d'ateliers typographiques de la fin du XVe siècle, ce sont des ouvriers venus d'Allemagne qui sont ceux qui connaissent l'art typographique. C'est le cas de l'atelier de la Sorbonne, par exemple, commencé en 1470. Et même ensuite, lorsqu'il y a un rétrécissement de ces itinérances des typographes, néanmoins, il y a une mobilité extrêmement forte, qui est à la fois une mobilité voulue et qui est une mobilité requise, dans la mesure où les ateliers embauchent ou débauchent selon les travaux qui leur sont commandés, et qu'il y a donc une grande instabilité de l'emploi et qui se traduit par le fait de cette ouverture à des ouvriers qui restent quelques mois, quelques semaines et qui repartent. Mais les ateliers sont aussi ouverts à la circulation des caractères, des fontes de caractères qui peuvent circuler d'un atelier à l'autre, ou des bois gravés, ou des gravures sur cuivre que l'on voit réemployées entre des ateliers dans des livres différents publiés dans des lieux différents. Donc cet espace qui a un aspect de communauté, les ouvriers, les apprentis, le maître et ceux qui travaillent dans l'atelier, qui peut entraîner d'ailleurs des tensions et des conflits, est en même temps un espace qui est constamment ouvert sur l'extérieur et l'arrivée d'objets matériels, mais aussi de la main-d'œuvre nécessaire.
Et la bibliothèque privée est évidemment un lieu de l'ouverture, puisqu'elle reçoit des livres qui sont imprimés bien au-delà des lieux même où se trouve la dite bibliothèque. Et donc c'est un espace ouvert sur le commerce du livre dans les frontières nationales ou au-delà des frontières nationales, ce que montrerait par exemple les cas dans lesquels on peut suivre les politiques d'achat de celui qui construit sa bibliothèque, et c'est le cas par exemple du fils de Colón, Hernán Colón, qui a construit à Séville une bibliothèque qui a tenu aussi la relation des lieux, des prix, des temps dans lesquels il achète dans toute l'Europe les livres. Un dernier espace du livre à l'échelle monographique n'est pas l'espace de la ville ou l'espace de l'atelier et de la bibliothèque, mais dans un certain sens pourrait être le livre lui-même. Et je crois que peut-être que beaucoup des cours et des séminaires ici s'inscrivent dans cette ligne d'analyse qui est la biographie d'un livre, si je peux dire. C'est-à-dire, on peut l'entendre comme étant la biographie d'un texte et de ses éditions. On peut l'entendre aussi comme la biographie d'une édition particulière d'une œuvre. Dans les deux premiers cas, je pensais à un livre de Anne Blair qui porte sur le texte de Jean Bodin, publié en 1597, Universe Naturae Theatrum, le théâtre de la nature universelle, et qui connaît d'ailleurs en la même année une version française. Et là, c'est une analyse de ces éditions de 1597, ou bien un livre consacré aux Books of Martyrs de John Foxe, qui est le grand livre du protestantisme anglais. Donc une monographie qui est en fait la biographie d'un livre, parfois la biographie d'une édition, et ici on peut se souvenir du travail de Robert Darnton sur l'encyclopédie, que j'évoquais parce qu'il fait entrer dans l'atelier, grâce à la richesse des sources de la société, des archives de la Société typographique de Neuchâtel, mais qui est aussi l'histoire d'une édition, l'édition quarto de l'encyclopédie, qui est celle qui va peut-être assurer le succès plus grand de l'encyclopédie, puisque les éditions préalables in folio étaient d'un prix considérable, limitant la possibilité des acheteurs. Ou plus récemment pour un livre de l'époque victorienne par James II, qui est une biographie de ce livre intitulé « Vestiges de l'histoire naturelle de la création », qui est un best-seller et qui est suivi là dans toutes ces trajectoires et transformations. Donc je pense que quand je parlais de l'analyse de Las Casas, c'est s'inscrire dans cette idée qu'un livre peut être traité sur un registre entre guillemets biographique, c'est-à-dire d'en suivre les mutations et de sa forme matérielle et de sa langue et de son texte, même dans la langue originelle. Et puis, histoire nationale, monographie de lieux, monographie de livres. On a évidemment aujourd'hui cette volonté d'inscrire l'histoire des livres et donc des textes ou des œuvres qu'ils portent dans de nouveaux modèles historiographiques qui se sont éloignés à la fois de l'approche en termes d'État-nation et de l'approche en termes de découpage monographique, et qui proposent de nouvelles délimitations géographiques des objets de l'histoire des livres. La première perspective est évidemment celle de l'histoire comparée. Et une histoire comparée qui a pu être menée à l'échelle européenne, soit dans une comparaison entre France, Allemagne et Angleterre, soit, ce que je suggère aussi, une comparaison entre la France, l'Italie ou l'Espagne. Alors, on a inventorié les objets privilégiés de cette histoire comparée des livres. Un premier objet est évidemment les mécanismes de la censure, puisque dans toute l'Europe, il y a des mécanismes de censure, mais
une opposition forte peut exister entre les situations dans lesquelles la censure est opérée sous le contrôle de l'État, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, c'est le cas des États italiens, et les situations dans lesquelles la censure est opérée fondamentalement par la communauté de métier des libraires et imprimeurs, comme c'est le cas en Angleterre. Pendant un temps, en Angleterre, accompagné d'une censure préalable d'Église, avec les autorisations nécessaires, au moins pour certains livres, des évêques ou archevêques de Canterbury et de Londres, mais après le Licensing Act de 1695, l'abolition de cette censure. On voit donc qu'on est à deux situations très différentes, l'une dans lesquelles il y a des mécanismes d'une censure préalable contrôlé par l'État, ce qui fait qu'un livre ne peut paraître que s'il a été approuvé par les censeurs, ensuite recevant une licencia en Espagne ou une permission en France, et des situations dans lesquelles, comme en Angleterre, il y a abolition de la censure préalable, et la possibilité, évidemment, de faire des procès en cas par exemple, de diffamation. C'est une situation qui oppose deux Europes et qui va anticiper, évidemment, la situation révolutionnaire et post-révolutionnaire de l'abolition de toute censure préalable. Mais on peut comparer ces mécanismes de la censure à une échelle européenne. Ce qui va de pair, tout en étant distinct, c'est une comparaison des formes de la propriété, entre guillemets, littéraire, avec deux perspectives. L'une qui serait morphologique, c'est-à-dire d'opposer ce qui est le régime en France ou en Espagne, c'est-à-dire le privilège. Une fois la permission obtenue, la plupart des livres obtiennent, soit demandés par l'auteur, soit demandés par le libraire-éditeur, un privilège, ce qui veut dire que pendant une période de temps donnée, seul ce libraire-éditeur peut publier légalement le texte dont il a acquis la propriété. Et si d'autres le font, ils sont dans le délit de la contrefaçon. Et puis, le cas anglais, de nouveau, dans lesquels la gestion de la propriété sur les textes est déléguée à la Stationers' Company à partir de 1557, c'est-à-dire à la communauté des libraires et imprimeurs, et dans lesquels il y a la revendication de ce qui s'appelait writing copy, qui devient en 1704 copyright, et qui est une propriété perpétuelle, patrimoniale sur le texte que l'imprimeur, le plus souvent le libraire, a acquis, alors que le privilège, par définition, a une durée déterminée. On a donc deux systèmes tout à fait différents. Dans un cas, c'est une grâce du pouvoir qui donne un privilège pour une période délimitée. Dans l'autre cas, c'est une transaction interne à la communauté qui fait affirmer un droit perpétuel qui peut être transmis, vendu, hérité, découpé en plusieurs parts sur les ouvrages qui ont été enregistrés, registered, par la communauté des libraires et imprimeurs de Londres. À cette opposition morphologique est croisée par une évolution chronologique, puisque à partir du XVIIIe siècle, la situation, dans un sens, va s'inverser, puisque à partir de 1709-1710, un nouveau statut en Angleterre, qui est le statut de la reine Anne, voté par le Parlement, va limiter le copyright à 14 ans, puis 14 ans si l'auteur est encore vivant, donc contre la revendication traditionnelle des libraires et imprimeurs. Alors que dans le cas de la France, à partir du XVIIe et du XVIIIe, on assiste à des renouvellements de privilèges, des continuations de privilèges qui finalement assurent une non perpétuité, mais une permanence
de la propriété du libraire. On voit donc une situation qui s'inverse et qui pose la question fondamentale dans les deux cas du passage de la propriété du texte par le libraire ou l'imprimeur qui l'édite à la propriété première de l'auteur qui a écrit. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut évoquer les transformations profondes du XVIIIe siècle, puisque en Angleterre, frustrés de cette limitation de leur copyright, les libraires vont défendre l'idée qu'il y a une propriété première qui est celle de l'auteur et que celle-ci, elle est imprescriptible, elle peut être transmise, mais elle définit un caractère d'imprescriptibilité de la propriété, et que de l'autre côté, dans le cas français, cet renouvellement des privilèges va être utilisé par les libraires, et en particulier Diderot, qu'ils vont mobiliser à cette cause, pour demander qu'elle soit transformée en une automaticité et que du même coup soit assurée de ce fait la propriété première de l'auteur transmise avec les mêmes caractéristiques d'imprescriptibilité, ou les mêmes propriétés d'imprescriptibilité, au libraire éditeur. Et c'est comme ça que naît la définition moderne de la propriété littéraire, qui est d'abord propriété d'auteur, alors que dans les systèmes traditionnels, l'auteur n'est pas propriétaire. Le seul propriétaire qui est reconnu soit par les règlements de la communauté, soit par les privilèges du pouvoir, c'est celui qui possède le texte pour l'éditer. Une troisième lieu d'étude comparée a pu être celui des transformations des pratiques de lecture. Et ici, avec la question centrale pour le XVIIIe siècle de la révolution de la lecture, telle qu'elle a été perçue, commentée, parfois dénoncée dans le cadre allemand du XVIIIe siècle, et dont l'étude comparée essaye de retracer une définition. Est-ce qu'on peut se contenter de l'idée du passage d'une lecture intensive à une lecture extensive, qui était la définition donnée par les historiens allemands de cette Leserrevolution, de la révolution de la lecture au XVIIIe siècle? Ou est-ce que la complexité est plus grande dans les transformations des pratiques de lecture, qui ne seraient pas réductibles à cette opposition, puisque l'on peut trouver évidemment des lecteurs très extensifs à l'époque de la Renaissance, qui accumulent dans les limites possibles les lectures, et on peut trouver des lecteurs très intensifs à l'époque de la supposée révolution de la lecture extensive, puisque c'est la lecture, par exemple, que demande le nouveau roman. Richardson, Rousseau, Goethe, une lecture d'intensité, une lecture qui est une relecture. Donc, une discussion comparative qui peut amener à une redéfinition de qu'est-ce qui change, puisqu'effectivement, il y a des transformations, des mutations dans les pratiques de lecture, et aussi une chronologie ou une sociologie de ces mutations. Un dernier thème, je crois intéressant, c'est l'étude de l'échelle comparée, toujours dans ce contexte évidemment du XVIIIe siècle, des institutions qui permettent de lire sans acheter, qui est une forme importante de la circulation du livre et des œuvres au XVIIIe siècle, puisque soit certains commerces de librairie adjoignent un cabinet de lecture dans lesquels les lecteurs, contre une souscription, peuvent emprunter, soit que des formes d'associations volontaires portent le projet de constituer des sociétés de lecture dans lesquelles les souscripteurs, par l'argent qu'ils souscrivent, permettent d'acheter les livres qui sont ensuite lus patrimoine commun. Et dans toutes les situations européennes, on a ces formes-là, mais avec des modalités qui peuvent varier, ce qui fait qu'on a pu développer une étude comparée pour penser au deuxième modèle, les sociétés de lecture, les Lesegesellschaften du monde de l'Empire allemand, auxquelles correspondent les book clubs en Angleterre, les cabinets littéraires en France,
ou encore en Espagne les Ateneos, ou dans le monde portugais et brésilien les Gabinetes de Leitura. Donc il y a une possibilité de comparaison des règlements, des formes, des pratiques, de toutes ces formes dans lesquelles l'accès au livre est démultiplié par le fait que, contre une souscription, on peut que lire des livres que l'on ne possède pas. Et il y a une histoire parallèle pour les formes qui sont plus liées directement au commerce de librairie, par exemple les circulating libraries en Angleterre et aux États-Unis. Donc, un champ important s'est ouvert avec des possibilités d'histoire comparée. La deuxième modalité de cette histoire globale, si on peut dire, de la circulation des livres et des textes, ça a été donné par l'histoire des empires, puisque ici on a affaire à une souveraineté unique, mais qui s'exerce sur des territoires dispersés. Et donc, du coup, dans les rapports entre la métropole et les colonies, la circulation des hommes, la circulation des marchandises, mais aussi la circulation des livres, et à travers les livres, la circulation des textes, devient tout à fait fondamentale, comme un élément, soit, c'est contradictoire, mais en même temps simultané, soit comme un élément de la domination de la métropole sur ses colonies, qui peut être une domination à la fois économique, politique, mais aussi culturelle et intellectuelle, soit, à l'inverse, comme le Creuset pour la formation d'une identité propre, qui est celle, ça me ramène à l'utilisation de Las Casas contre l'Espagne par les indépendances américaines, c'est-à-dire l'idée qu'une spécificité se crée pour les criollos, pour les créoles, c'est-à-dire retourner contre la métropole des armes que celle-ci peut leur donner, ou du coup en ouvrant le territoire à leur présence. Donc cette histoire impériale est intéressante dans la mesure où elle peut être à la fois histoire d'une identité ou histoire d'une domination, et les deux pouvant évidemment durablement s'entrechoquer ou s'en mêler. Et c'est pourquoi on a vu en ces dernières années se développer cette histoire transatlantique du livre, puisque les deux empires, ou les trois empires, qui ont pu être considérés dans cette perspective, ont été évidemment dès le XVIe siècle l'Empire espagnol, avec, comme je le disais, la distinction entre les parties de l'Empire dans lesquelles des imprimeries sont installées très tôt et d'autres plus tardivement, mais avec évidemment cette idée essentielle et cette enquête fondamentale qui est la circulation des livres publiés en Espagne dans le monde des colonies espagnoles, particulièrement le Mexique ou le Pérou. Une étude particulière pourrait être faite, par exemple, pour les livres qui partent de Séville vers l'Amérique. Et dans ces livres, j'avais porté l'attention, après beaucoup d'autres d'ailleurs, sur les présences des éditions du Quichotte dans le monde américain, avec une très grande précocité, puisque le livre publié paraît au début de l'année 1605, et dès 1605, évidemment, des caisses du livre, qui comportent, entre autres, des exemplaires des premières éditions du Quichotte sont envoyés vers le Mexique, la Colombie, Cartagena de las Indias ou le Pérou. Et j'y reviendrai peut-être, mais ce qui est important là, c'est évidemment le fait que cette unité, cette homogénéité autour d'un même répertoire textuel, et dans ce cas-là, autour d'une même fiction, traduit évidemment l'importance, le choc qu'a pu représenter le Quichotte comme forme nouvelle d'écrire de la fable, de la fiction, et aussi ouvre l'espace des appropriations dans le monde colonial du texte de Don Quichotte. On peut dire pour le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, deux autres histoires impériales et transatlantiques se sont emparées largement de la circulation des livres. C'est dans le cas du monde des colonies américaines de l'Angleterre, le fait que même si des presses sont installées assez tôt,
fin XVIIe, début XVIIIe, à Boston, à Philadelphie, à New York, l'immense majorité des livres lus dans les colonies américaines sont des livres qui viennent d'Angleterre ou éventuellement d'Irlande, en particulier qui étaient très spécialisés, les éditeurs irlandais, les libraires éditeurs irlandais dans la contrefaçon des livres anglais. Ce qui pose de nouveau la question de qu'est-ce que c'est une histoire du livre en Amérique. C'est largement une histoire du livre anglais en Amérique, puisque par définition la majorité des lectures viennent de cette production de la métropole, même si se construit progressivement une édition propre aux colonies. Et on peut dire le même diagnostic pour le XVIIe et en plus encore, qui a été plus étudié le XVIIIe siècle, pour le Brésil, dépendant par définition, puisqu'il n'y a pas d'imprimerie au Brésil, dépendant du commerce du livre portugais, pas seulement portugais d'ailleurs, mais aussi des exportations qui peuvent venir d'Espagne ou de France, de situation d'ailleurs durable, même au temps de l'indépendance, même au temps de l'imprimerie ou de l'édition brésilienne, puisque, comme on le sait, des secteurs importants du marché du livre au Brésil au XIXe siècle sont contrôlés par des éditeurs français, à commencer par les Garnier, mais pas seulement eux, qui impriment en portugais, mais aussi en espagnol, pour le marché du monde américain. Il y a là une réalité fondamentale dans ces histoires impériales des livres et des lectures, c'est-à-dire la part qui est mobile entre ce qui est produit sur le territoire de la colonie, même devenu État, et ce qui reste du commerce d'une importation, soit de la métropole du temps de la colonie, soit de l'Europe du temps des indépendances. Là, au XIXe siècle, juste une parenthèse, cet rapport colonie-métropole peut se continuer, même si des pans entiers du monde colonial sont passés du côté de l'État-nation, particulièrement toute l'Amérique latine, ou presque. Mais pour d'autres parties du monde, l'Océanie, l'Afrique, ce qui reste dominant, c'est évidemment cette domination coloniale. Et ici, les questions sont un peu déplacées, comme l'avait montré un essai magnifique de Mackenzie sur la Nouvelle-Zélande, puisqu'il était lui-même d'origine néo-zélandaise, qui est l'introduction dans des sociétés sans livres, parfois sans écriture, de presse à imprimer, de production imprimée, souvent aussi de l'écriture alphabétique pour la transcription de la langue naturelle. Donc, on a là une autre question qui peut être traitée à la fois historiquement et anthropologiquement, c'est-à-dire qu'est-ce que représente pour les sociétés, prenons cet exemple des sociétés maoris de la Nouvelle-Zélande, avec l'arrivée au début du XIXe siècle de la colonisation anglaise, mais qui veut dire l'arrivée d'une presse imprimée, de l'écriture alphabétique et de la transcription des textes, qui sont ceux de la culture orale des populations maoris. Et l'analyse de Mackenzie est évidemment de montrer que cette introduction du livre, de l'écrit et de l'écriture alphabétique est à la fois l'objet d'une forme de domination et en même temps le lieu d'une série de différences, puisque les usages, les compréhensions, les interprétations de ces mêmes réalités, l'écrit, le livre, peuvent être extrêmement différents entre le colonisateur et les peuples indigènes, dans ce cas-là les peuples maoris, avec le fait que peut se jouer aussi là quelque chose de politique. Et cet essai de Mackenzie était sur le traité par lequel les chefs maoris sont supposés avoir abandonné la souveraineté sur les îles de la Nouvelle-Zélande aux Anglais, qui s'appelle le traité de Waitangi de 1842. Et ce que montre Mackenzie, c'est que c'est une sorte d'imposition par rapport à une culture qui ne reconnaît pas l'écrit, mais les échanges oraux,
par rapport au fait qu'on leur demande de signer, mais où la signature n'a pas la même valeur qu'elle a acquise dans le cours du XVIIIe siècle, ou qui pouvait être le fait que dans le traité, dans sa forme écrite, était abandonné ou effacé tout ce qui avait été de l'ordre de la négociation ou de la transaction orale. Donc c'est une analyse magnifique sur les implications que peuvent avoir l'introduction dans des sociétés sans écriture ou sans livre de ces moyens ordinaires de l'exercice du pouvoir et de la communication pour le monde européen. Dernière forme de ces histoires qui ouvrent l'espace à l'histoire du livre, et je terminerai avec cela, c'est l'histoire de ce que l'on appelle maintenant les histoires connectées, dont l'inventeur de l'expression, Sanjay Subrahmanyam, vient d'être élu d'ailleurs dans cette maison du Collège de France et donnera sa leçon inaugurale ici même le 28 novembre. C'est-à-dire une histoire qui n'est pas une histoire comparée, qui n'est pas une histoire à l'intérieur d'une même souveraineté, dont les territoires sont dispersés sur 2 ou 3 parties du monde, mais qui est une histoire des relations, des connexions, des circulations entre des souverainetés politiques différentes et des cultures séparées. Donc la connexion peut être la connexion des hommes et des femmes, des voyageurs, des marchands, des ambassadeurs. La connexion peut être une connexion qui a été l'objet fondamental de l'histoire économique brodélienne, c'est-à-dire les échanges de marchandises, les échanges de biens, les échanges ou les captures de richesses, et elle peut être aussi une connexion par la circulation, le déplacement, la réappropriation d'idéologies ou de mythes. Un des articles les plus importants de Sanjay Subrahmanyam portait sur comment le mythe qui est en même temps une idéologie et un mythe, de la souveraineté universelle, de l'empereur, de l'empire universel, a pu être repris à la fois spécifiquement et avec sans doute des relations par les souverains perses, par l'Empire ottoman, par les rois du Portugal ou les rois de France. Donc cette idée de la souveraineté impériale universelle qui construit un mythe puissant avec des utilisations politiques fortes, on peut en suivre dans une histoire connectée les réemplois, les figures et les déplacements. Alors la question qui serait posée par rapport au projet d'ici, c'est évidemment une question qui serait celle d'une histoire connectée, non seulement dans une échelle qui serait par exemple celle du continent européen, entre les différents pays d'Europe, ou à l'échelle, comme je viens de le voir, d'un commerce, d'une circulation du livre transatlantique, mais ce qui serait sans doute un projet important, difficile évidemment, puisque ce type d'histoire, comme vous l'avez compris, suppose à la fois des compétences linguistiques et des connaissances archivistiques très exigeantes. Ce serait cette connexion des livres entre l'Occident et l'Orient. Quand je dis l'Orient, je pense soit au monde musulman, soit aux mondes asiatiques, Corée, Chine, Japon. Puisque là, on aurait une double réalité. La première réalité, c'est l'arrivée de livres d'Orient dans le monde européen et dans les bibliothèques privées, mais évidemment plus souvent bibliothèques princières ou la bibliothèque vaticane, celle du pape. C'est un thème important qui a pu être traité par l'histoire de l'humanisme, puisque une part de ces arrivées des livres orientaux, dans ce cas-là du monde musulman, a pu être portée par des voyageurs, transmis par des ambassadeurs, a pu être un des moyens
de récupérer des pans entiers de la culture antique, et en particulier de la culture grecque, dont les manuscrits avaient disparu et dont la seule survivance a été à l'intérieur de leur traduction en langue arabe. Donc une partie de l'humanisme récupère la tradition antique à partir de cette arrivée dans le monde occidental de textes écrits en langue arabe, mais qui sont les textes qui ont traduit une partie du répertoire de la culture grecque. Plus avant, il est plus difficile, au moins pour moi, je suppose qu'il y a des études érudites, de repérer la présence de ces livres chinois ou coréens ou japonais dans les bibliothèques européennes des XVIe et XVIIe siècles. Un exemple de cela peut être donné, non pas de la difficulté, mais justement d'une rencontre, mais qui, parce qu'elle est ainsi manifestée, prouverait la rareté de la situation. C'est lorsque Montaigne, dans le journal de voyage, qui est son journal de voyage en Italie, de l'année 1581, décrit sa visite à la bibliothèque Vaticane, donc à la bibliothèque du pape. Tout le texte mériterait d'ailleurs une analyse extrêmement détaillée, à la fois pour les textes qu'il rencontre et pour les formes dans lesquelles ces textes sont là. Mais pour aujourd'hui, et pour presque conclure, je m'arrête simplement à un livre qui le retient. Bon, peut-être le début de la description. Le 6 mars 1581, je fus voir la librairie du Vatican, qui est en 5 ou 6 salles tout de suite, ensemble, les unes liées aux autres. Il y a un grand nombre de livres attachés sur plusieurs rangs de pupitres. Il y en a aussi dans des coffres, qui me furent tous ouverts. Force livres écrits à la main, et notamment un Sénèque et les opuscules de Plutarque. Alors j'y vis beaucoup de choses. J'y vis un livre de Chine, le caractère sauvage, les feuilles de certaines matières beaucoup plus tendres et pellucides, ce qui veut dire translucides, que notre papier, et parce qu'elle ne peut souffrir la teinture de l'encre, il n'est écrit que d'un côté de la feuille, et les feuilles sont toutes doubles et pliées par le bout de dehors où elles se tiennent. Ils tiennent que c'est la membrane de quelque arbre. Une description assez obscure, il faudrait ici la compétence de nos collègues qui travaillent sur le livre chinois, mais en tous les cas, ici, pour Montaigne, quelque chose qu'il décrit avec beaucoup de soin, qui est un papier qui est différent du papier utilisé par le livre imprimé, le fait que le support ne permet pas l'écriture des deux côtés, comme dans ce qui était le cas des rouleaux, évidemment un texte écrit en caractère chinois qu'il appelle sauvage, et le fait qu'il s'agit d'une écriture manuscrite et que le livre, clairement, n'est pas un codex habituel, puisqu'il décrit le fait que les feuilles sont toutes doubles et pliées par le bout de dehors où elles se tiennent, ce qui est contraire à l'ordre de construction du livre occidental. Donc, il y aurait là tout un champ d'enquête, l'un déjà bien analysé, évidemment, et même dès l'époque médiévale, avec le manuscrit et avec les polémiques que vous avez peut-être suivies sur quelle importance font-ils attribuer à la présence de cette transmission arabe de la culture antique, pour certains fondamentale, pour d'autres plus limitée. Les premiers semblent, comme c'est l'opinion d'un des collègues ici de Libera, aussi qui va donner une leçon inaugurale dans le cours cette année, spécialiste de la philosophie médiévale. Il y a là un domaine qui est celui donc de ce relais arabe de la tradition antique. Plus généralement, ce serait la présence dans les bibliothèques de ces livres orientaux, puisqu'évidemment, il n'y a pas seulement des livres en écriture arabe ou des livres en écriture coréenne, chinoise, japonaise, mais aussi d'autres traditions manuscrites du monde du Proche-Orient. L'inverse serait aussi un thème, je crois, intéressant, c'est-à-dire l'introduction et la présence de livres occidentaux dans les mondes orientaux. J'avoue là mon incompétence quasi totale. Un exemple néanmoins, la grande encyclopédie chinoise du XVIIIe siècle, qui s'appelle Siku Quanshu, qui a 36 000 volumes, mais ce sont des fascicules plus restreints qu'un codex, introduit
dans le texte des traductions en chinois d'un certain nombre d'œuvres scientifiques occidentales, ce qui donc suppose qu'il y a présence de ces livres, qu'ils ont été connus, qu'ils ont été traduits et incorporés dans la matière même de cette encyclopédie. À quel point cet exemple est multipliable, je ne le sais. Mais en tous les cas, présence du livre occidental dans sa forme matérielle ou dans son contenu textuel dans des textes chinois. Un autre cas plus complexe par lequel on va terminer, ce serait la présence du livre occidental dans le monde musulman, avec cette discussion qui a pu être ouverte, moins d'ailleurs sur la circulation des livres occidentaux dans le monde musulman, à commencer par le monde ottoman, mais que sur la question du refus, jusqu'à la fin 18e, et on peut dire massivement plutôt 19e, de l'imprimerie dans le monde musulman, alors même pour les textes en arabe, à commencer par le Coran, alors même que des imprimeries existaient dans ce monde, mais qui étaient des imprimeries soit pour des communautés chrétiennes, maronites, arméniens, encore que pour les Arméniens, il s'agit d'une église autocéphale, mais enfin disons des communautés qui ne sont pas musulmanes, ou bien existait aussi très tôt, dès 1493, à Constantinople pour les Juifs émigrés, réfugiés après les expulsions de 1492 en Espagne. Donc l'imprimerie est présente, mais pour des communautés dont la religion n'est pas la religion musulmane, et une réticence, voire même une prohibition de l'utilisation de la technique de l'imprimerie pour la reproduction des textes, et tout particulièrement pour la reproduction du texte sacré. La question donc s'est déplacée quelque peu ici, puisqu'il s'agit moins de thème dont je suppose qu'il a été en partie étudié, qui est celui de la présence de livres occidentaux dans le monde musulman, pour ceux qui peuvent les lire ou qui s'appuient sur des traducteurs, mais elle s'est déplacée sur la question qui serait celle des techniques de l'imprimerie, c'est-à-dire, ou plutôt plus généralement, des techniques de reproduction des textes. Les cultures qui restent fidèles à la reproduction manuscrite, et on pourrait dire d'ailleurs dans le cas de la transmission coranique à la transmission orale, et celles qui adoptent très tôt après l'invention de Gutenberg la technique de la typographie, caractère mobile et presse à imprimer, mais aussi d'autres techniques qui portent l'imprimerie sans être celle de Gutenberg, et qui est le cas massivement jusqu'au XIXe siècle de l'imprimerie en Corée, en Chine et au Japon, avec ce paradoxe qui est qu'évidemment les caractères mobiles ont été inventés dans le monde coréen ou le monde chinois, mais que massivement ils ne sont pas utilisés pour différentes raisons, ne fût-ce que le grand nombre des caractères, sans que pour autant soit absente l'imprimerie, mais une imprimerie qui est fondée sur une autre technique, c'est-à-dire la gravure du texte et ou de l'image sur bois, et ensuite l'impression de cette planche de bois gravée et ancrée sur le papier par pression ou frottement. C'est-à-dire une imprimerie qui est une nécessité pour nous de décentrer notre regard, qui n'a aucun des deux éléments de l'invention de Gutenberg, pas de caractère mobile, mais ce que l'on appellerait la xylographie, et d'autre part, pas de presse à imprimer, mais simplement une technique de frottage de la feuille de papier, peut-être ce papier translucide qu'évoque Montaigne, sur la planche de bois. Et c'est une nécessité de réintroduire cette idée-là, c'est-à-dire que les formes de reproduction des textes peuvent être de multiples manières. Une forme de reproduction est la transmission orale, une autre forme de reproduction
est la multiplication des copies manuscrites. Une troisième forme de reproduction est la technique de l'imprimerie, mais cette technique de l'imprimerie pouvant se subdiviser entre ce qui sera le modèle occidental dominant, c'est-à-dire la typographie, et ce qui sera un modèle durable, aussi bien dans le cas de l'Orient chinois ou coréen ou japonais, mais aussi lorsque l'imprimerie est introduite dans le monde musulman, c'est-à-dire dans le cas du monde oriental, chinois, coréen, japonais, la xylographie, la gravure sur bois du texte et des images, et dans le cas du monde musulman, ottoman, turc, au XIXe siècle, la primat donné à la lithographie, c'est-à-dire là aussi le fait d'une écriture gravée, mais gravée sur pierre, et qui là nécessite l'imprimerie. Je dis cela pour montrer que contre la projection que j'évoquais anachronique, il y a aussi une projection européocentrique qui peut exister, et la perte de perception qu'en même mot, l'imprimerie peut renvoyer à des techniques extrêmement différentes. Xylographie, typographie, lithographie, et que ces techniques différentes ont des conséquences économiques tout à fait contrastées, impliquent des modes de reproduction du texte tout à fait différents, et par exemple, pour terminer, entraînent des relations entre le texte et l'image qui peuvent être extrêmement différentes, puisqu'une technique de gravure permet de graver texte et image sur le même support, alors que la technique la technique typographique, l'invention de Gutenberg, ne permet de le faire que si les gravures que vous utilisez sont des gravures sur bois, puisque là, vous pouvez, dans la même forme, mettre du texte avec des caractères mobiles et de l'image sur bois, et vous passez cela à la presse à imprimer, et le texte et l'image sortent avec une grande liberté de distribution, puisqu'ils peuvent être inscrits dans la même composition. Mais dès qu'en Europe, en particulier à la fin du XVIe siècle, on a préféré la gravure sur cuivre, qui permet évidemment des effets, des modelés, du clair-obscur infiniment, ou des précisions infiniment plus grandes que la gravure sur bois, on est arrivé dans une situation tout à fait différente, puisque dans ce cas-là, on ne peut pas intégrer une gravure sur cuivre à l'intérieur d'une composition typographique. Il faut donc deux presses, deux ateliers, et donc du coup, d'un côté, le coût du livre augmente de façon considérable, et du coup aussi, comme on le voit dans le livre imprimé des fins XVIe, XVIIe, XVIIIe, très souvent, les gravures sont séparées du texte, puisqu'elles peuvent être en frontispice ou elles peuvent être en hors-texte, ce qui facilitait l'opération des deux impressions successives, celle du texte d'un côté, celle des gravures de l'autre. Donc, je pense, pour conclure, que ces points techniques qui appartiennent à l'histoire de l'imprimerie sont extrêmement importants du point de vue d'une histoire culturelle, intellectuelle, esthétique, parce que leurs conséquences sont fondamentales sur la manière dont peuvent être pensés les rapports entre le texte et l'image. Donc j'en ai terminé aujourd'hui sur mon premier grand point, qui était cette géographie des livres, ces espaces multiples des livres et de l'histoire du livre, les deux étant inséparables. J'aborderai la semaine prochaine l'autre géographie, c'est-à-dire la géographie dans les livres, la géographie qu'on peut appeler la géographie littéraire, comment dans les livres eux-mêmes, et en particulier dans la fiction, viennent s'inscrire des espaces. Donc, ceci, sans doute, même sûrement, à l'amphithéâtre Albvax la semaine prochaine. Merci.